J'ai enterré ma femme il y a 6 mois. Hier, je l'ai vue au supermarché. J'ai couru vers elle en pleurant. Elle m'a regardé, confuse. Désolé, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Mais la voix était identique, les marques sur le visage, tout. Je l'ai suivie jusqu'à sa maison. Ce que j'ai découvert, mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vue. Là, entre les rayons de conserve du carrefour, se tenait Marguerite, ma femme. La femme que j'avais enterrée il y a 6 mois, dans un caveau en marbre italien qui avait coûté 89 000 €. La femme pour qui j'avais pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. La femme qui devrait être morte, mais elle était vivante, tenant un panier, vérifiant le prix des haricots verts. J'ai laissé tomber la bouteille d'huile d'olive que je tenais. Le verre a explosé sur le sol, l'huile dorée se répandant sur le carrelage blanc. Les gens ont regardé, je m'en fichais. Mes jambes ont bougé toutes seules, courant dans cette allée comme si j'avais 20 ans de nouveau, comme si le temps n'avait pas transformé mon corps en quelque chose de plus lent, de plus lourd. Marguerite, j'ai crié et ma voix est sortie étrange, mêlée à un sanglot qui venait de quelque part au fond de ma poitrine. Marguerite, mon Dieu, tu es vivante. Elle s'est retournée. Et quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai senti le monde basculer. C'était elle, la même cicatrice au sourcil gauche de la fois où elle était tombée de vélo à 20 ans. Le même nez légèrement de travers, cassé dans un accident qu'elle n'aimait jamais évoquer. La même tache de naissance sur le cou, petite, mais que je connaissais comme je connais les lignes de ma propre main. J'ai tendu les bras. Je voulais la toucher, l'embrasser, sentir que c'était réel et non quelque délire de mon esprit solitaire. Mais elle a reculé d'un pas. « Désolé, monsieur », a-t-elle dit avec cette voix rauque que j'avais entendue pendant 43 ans. La voix qui me réveillait le matin, qui se disputait avec moi à propos d'argent, qui murmurait qu'elle m'aimait dans les nuits froides. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Me confondre. Non, Marguerite, c'est moi, Henri, ton mari. J'ai pris mon téléphone portable avec des mains tremblantes, cherchant désespérément une photo de nous. J'ai trouvé une du dernier anniversaire avant l'accident. J'ai montré l'écran vers son visage, l'approchant trop près. « Regarde, c'est nous. Tu ne me reconnais pas ?» Elle a regardé la photo. Ses yeux se sont rétrécis pendant 1 seconde, juste 1 seconde. Et puis, elle a secoué la tête, ce mouvement doux mais ferme que j'avais si bien connu. Je suis désolé. Mon nom est Isabelle. Isabelle Moreau. Je n'ai jamais vu cette photo de ma vie. Elle a posé sa main sur mon épaule, un toucher bref, presque paternel. Vous devez traverser quelque chose de difficile. Peut-être devriez-vous vous asseoir un peu, boire de l'eau. Isabelle. Isabelle Moreau. Je l'ai observée plus attentivement. Les vêtements étaient différents. Marguerite portait toujours des chemisiers élégants, même le week-end. Cette femme portait un t-shirt délavé du PSG et un jean usé. Les chaussures étaient de vieilles baskets, pas les ballerines en cuir que Marguerite adorait. Mais le visage, mon Dieu, le visage était identique. Le doigt, ai-je murmuré, pointant vers sa main gauche. Montre ta main gauche. Elle a froncé les sourcils, confuse, mais a levé la main. Et c'était là. Le petit doigt tordu, cassé quand Marguerite avait 15 ans en essayant de réparer le toit de la maison de sa mère. J'ai senti mon estomac se retourner. « Écoutez, monsieur, je dois y aller », a-t-elle dit en s'éloignant déjà. « J'espère que vous allez bien, mais je ne suis vraiment pas celle que vous pensez. » Elle a poussé son chariot, tournant dans l'allée vers les caisses. Je suis resté là, tremblant, tandis qu'une employée venait nettoyer l'huile renversée. Les gens passaient à côté de moi, lançant des regards de pitié ou d'agacement. J'aurais dû partir. J'aurais dû chercher de l'aide. Mais quelque chose en moi, cette voix qui m'avait toujours alerté quand quelque chose n'allait pas, la même voix que j'avais ignorée tant de fois au cours de ma vie, criait que ce n'était pas une coïncidence. Je l'ai suivie. J'ai gardé mes distances, me cachant entre les rayons comme un voleur. J'ai vu quand elle a payé ses courses en espèces, refusant le ticket de caisse. J'ai vu quand elle est sortie du supermarché et est montée dans une vieille Renault Clio blanche, avec une bosse sur la porte arrière. J'ai noté mentalement la plaque d'immatriculation,
AB 257 CD. Je suis monté dans ma voiture, la Peugeot 508 que Marguerite m'avait offerte 2 ans avant de mourir, et je l'ai suivie dans les rues de la ville. Mon cœur battait si fort que j'arrivais à peine à tenir le volant. Nous sommes passés par le centre, par le quartier où nous vivions, et avons continué vers la banlieue ouest, une zone que je visitais rarement. Elle s'est garée devant une maison simple, peinte en verre d'eau, avec un petit jardin et des grilles blanches. Une maison ordinaire, anonyme. Elle est descendue de la voiture en portant les sacs de course. Et alors, la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme est apparu, plus jeune que moi, devait avoir dans les 50 ans, cheveux noirs attachés en queue de cheval. Il a souri en la voyant. Pas un sourire poli de voisin, un sourire de mari. Il l'a embrassé sur la joue, a pris l'un des sacs, et alors 2 enfants ont couru par la porte. Un garçon et une fille, peut-être 8 et 10 ans. Ils ont sauté sur elle en criant « Mamie, mamie, tu as apporté la glace !»« Mamie !» Elle a ri, ce rire de côté que j'avais si bien connu. Ils sont tous entrés ensemble dans la maison. La porte s'est fermée. Je suis resté assis dans la voiture, garé à environ 50 mètres de là, tandis que le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre et réchauffait mon visage mouillé de larmes que je ne savais même pas que je versais. 43 ans de mariage, 6 mois de deuil, des nuits entières à pleurer seule, serrant l'oreiller qui gardait encore son parfum. Et elle était là, vivante, avec une autre famille, avec des petits-enfants dont je ne savais même pas qu'ils existaient. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris des photos de la maison, de la voiture, de la plaque. Mes mains tremblaient tellement que la moitié des photos étaient floues, mais j'en ai obtenu quelques-unes nettes. Quand la lumière du jour a commencé à diminuer, j'ai démarré la voiture et conduit jusqu'à la maison en pilote automatique. Je ne me souviens pas du trajet, je me souviens seulement de m'être garé dans le garage et d'être resté assis dans le noir, regardant les photos sur mon téléphone, les comparant aux anciennes photos de Marguerite. Chaque détail correspondait, chaque marque, chaque trait, chaque imperfection. Je suis entré dans la maison, la grande maison vide que Marguerite m'avait laissée, ou plutôt qui m'avait été laissée quand elle est morte. Je me suis assis dans le salon, toujours avec les lumières éteintes, et c'est alors qu'une question a traversé mon esprit comme un éclair glacé. Si Marguerite est vivante, qui diable avons-nous enterré? Si vous voulez savoir comment cette histoire troublante se déroule, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour ne pas manquer les prochains chapitres. Parce que ce que j'étais sur le point de découvrir allait bien au-delà de ce que mon esprit pouvait traiter à ce moment-là. J'ai passé toute la nuit éveillé. Assis à la table de la cuisine, avec la lampe allumée, j'ai étalé toutes les photos que j'avais de Marguerite. Des photos de notre mariage, d'elle encore jeune, avec ce tailleur marron que nous avions loué parce que nous n'avions pas l'argent pour en acheter un. Des photos des anniversaires de Julien, notre fils. Des photos de vacances, de barbecue, de Noël. Et à côté, sur l'écran du téléphone, les photos que j'avais prises cet après-midi. Zoom, encore un. J'ai comparé chaque centimètre. La cicatrice au sourcil, identique, la forme de l'oreille gauche, un peu plus grande que la droite, pareil. La tache de naissance sur le cou, en forme de petite virgule, exactement au même endroit. Même la façon dont elle souriait de côté, montrant plus les dents du côté droit, absolument identique. J'ai pris une loupe que j'utilisais pour lire les notices de médicaments et j'ai examiné une vieille photo de Marguerite sans chemise, prise sur une plage à Nice il y a 15 ans. Là se trouvait le petit grain de beauté sombre près de la clavicule. J'ai agrandi la photo du téléphone où Isabelle se retournait pour prendre le sac de la voiture. Le chemisier s'était un peu soulevé. Le même grain de beauté, au même endroit. Impossible. Mais des jumeaux n'auraient pas les mêmes taches de naissance, n'est-ce pas? Les cicatrices ne sont pas génétiques. Et ce doigt cassé. Je me suis levé, j'ai marché dans la maison. Je suis revenu à la table. L'horloge murale indiquait 4h20 du matin. Dehors, la ville dormait encore. J'ai pris l'album de photos de mariage. J'ai passé mes doigts sur les images décolorées.
Là se tenait Marguerite à 25 ans, mince, souriante, avec cette moustache fine qu'elle a ensuite rasée. Là j'étais, moi, à 22 ans, portant un costume blanc simple que ma mère avait cousu, les cheveux attachés avec des fleurs naturelles. Nous étions pauvres. Elle travaillait comme assistante dans un magasin de matériaux de construction. J'étais tailleur. Nous vivions dans une petite chambre louée qui contenait à peine le lit, mais nous étions heureux. Ou du moins je pensais que nous l'étions. Quand Julien est né 3 ans plus tard, les choses ont commencé à s'améliorer. Marguerite avait un talent pour les ventes. En 10 ans, elle est passée d'assistante à gérante. En 20 ans, elle possédait déjà 3 magasins de matériaux de construction répartis dans la ville. Notre vie a changé. Maison en propriété, voitures, voyages occasionnels. Mais Marguerite voyageait beaucoup pour le travail, 2, 3 fois par mois. Elle restait absente, 4, 5 jours, concluant des affaires, disait-elle, visitant des fournisseurs. Je n'ai jamais eu de soupçons. Pourquoi en aurais-je eu? Elle revenait toujours fatiguée, stressée, se plaignant de réunions et de routes. Elle apportait des cadeaux pour moi et pour Julien. Elle disait que nous lui manquions. Maintenant, regardant en arrière avec ce nouveau prisme d'horreur, chaque voyage semblait être un mensonge soigneusement construit. Quand le soleil s'est levé, j'étais encore assis à la table, entouré de photos. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Julien. Il a répondu à la 5e sonnerie, voix enrouée de sommeil. « Papa, il est 6 heures du matin, il s'est passé quelque chose? J'ai besoin que tu viennes ici maintenant. »« Maintenant, papa? J'ai une réunion à 9 heures. » Julien. Ma voix est sortie ferme, chargée de quelque chose que mon fils entendait rarement. « Viens maintenant, c'est à propos de ta mère. » Silence de l'autre côté. « Papa, on en a déjà parlé. Tu dois faire une thérapie. Ce deuil prolongé, ce n'est pas « j'ai vu ta mère hier ». Un autre silence, plus long. « Papa, qu'est-ce que tu as pris? Tu as oublié de prendre un médicament ?» Julien, j'ai vu ta mère vivante au supermarché et je l'ai suivie jusqu'à sa maison. J'ai besoin que tu viennes ici maintenant et que tu m'aides à comprendre ce qui se passe. Parce que soit je deviens fou, soit reste là, ne sors pas de la maison, ne fais rien. J'arrive. Il a raccroché. Je suis allé prendre une douche, changer de vêtements. Quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis fait peur. Cernes profondes, cheveux ébouriffés, lèvres gercées. On aurait dit que j'avais vieilli de 10 ans en une nuit. Julien est arrivé 40 minutes plus tard. Il portait des vêtements de sport. Il devait avoir quitté la maison en courant. Il est entré sans frapper, m'a trouvé de retour à la table de la cuisine. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a tiré une chaise, s'est assis à côté de moi, a tenu ma main. Ses yeux étaient inquiets. Cette inquiétude que les enfants ont quand ils pensent que leurs parents perdent la tête. J'ai montré les photos, d'abord les anciennes, puis les nouvelles. J'ai expliqué chaque détail. La cicatrice, la tache, le doigt cassé. J'ai parlé de la rencontre au supermarché, de comment elle m'avait traité comme un étranger, du faux nom, de la maison, de l'homme, des enfants. Julien a regardé les photos en silence. Son expression changeait. De l'inquiétude à la confusion, de la confusion à quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Ses mains ont légèrement tremblé quand il a agrandi l'une des photos. Oui, c'est impressionnant la ressemblance, a-t-il finalement dit en me rendant mon téléphone. Mais papa, les gens se ressemblent. J'ai déjà vu 3 types qui pourraient être mes frères jumeaux au centre commercial. Julien, ce n'est pas une ressemblance, c'est elle. Papa, nous avons enterré maman. Tu étais là. J'étais là. Sophie, les oncles, ses amis, tout le monde était là. Un cercueil fermé, ai-je murmuré. Nous avons enterré un cercueil fermé. Julien a passé sa main sur son visage, fatigué, parce que le corps était, tu sais, l'accident a été violent. Les médecins ont dit que c'était mieux ainsi, que tu ne devais pas voir. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Tu as vu le corps de ta mère de tes propres yeux? Julien a détourné le regard. Non, mais les documents étaient tous là. L'Institut médico-légal a libéré le corps. Il y avait un certificat de décès. Tout était en règle. Je veux aller à cette maison, ai-je dit en me levant. Maintenant, tu viens avec moi. Papa,
C'est de la folie. On ne peut pas simplement envahir la maison d'un étranger. Alors tu penses que c'est un étranger? Il a hésité. Je pense que tu es traumatisé, papa. Tu as beaucoup souffert. Tu souffres encore. Et le cerveau, quand il est en deuil profond, peut jouer des tours. Julien Auguste. J'ai utilisé son nom complet, comme je le faisais quand il était enfant et faisait des bêtises. Tu viens avec moi à cette maison où j'y vais seul? Mais j'y vais. Il a soupiré, vaincu. D'accord, allons-y. Mais juste pour que tu vois que c'est quelqu'un d'autre et que tu puisses aller de l'avant, ok? Nous sommes sortis dans sa voiture, une Renault Mégane noire de l'année. La circulation du matin était déjà dense. Julien conduisait en silence, la mâchoire tendue. J'ai donné les directions. Quand nous sommes arrivés dans la rue de la Maison Verdeau, je lui ai demandé de se garer quelques mètres avant. C'est celle-là. J'ai pointé du doigt. La Clio blanche était dans le garage. Il y avait de la lumière allumée dans la cuisine. Nous pouvions voir des ombres bouger à travers le rideau. Julien est resté à regarder fixement la maison. Ses doigts tambourinaient sur le volant. Quelque chose qu'il faisait quand il était nerveux, depuis qu'il était petit. « Tu veux que j'aille là-bas » ai-je demandé. « Non, attends. Nous sommes restés assis là pendant peut-être 5 minutes. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Isabelle est sortie portant une combinaison bleue de mécanicien, transportant une boîte à outils. Elle a marché jusqu'à la Clio. Julien est devenu pâle. « Fils, tu vas bien ?» Il n'a pas répondu. Il regardait juste fixement la femme qui montait dans la voiture. La Clio est sortie du garage et passée devant nous. J'ai pu voir son visage clairement à travers la fenêtre. Marguerite. C'était Marguerite, plus âgée, plus fatiguée, mais c'était elle. La voiture a tourné au coin et a disparu. Quand j'ai regardé Julien, j'ai vu qu'il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Julien !» Mon estomac s'est glacé. « Julien, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Il a appuyé son front sur le volant. « Papa !» Sa voix est sortie brisée. « Papa, je suis désolé. » Et à ce moment, tandis que le soleil du matin illuminait l'intérieur de la voiture et que mon fils s'effondrait à mes côtés, j'ai su que ce que j'étais sur le point de découvrir allait détruire bien plus que juste mon mariage. Cela allait détruire toute ma famille. « Parle !» ai-je ordonné. Et ma voix est sortie dure comme de la pierre. « Parle maintenant, Julien. » Il a essuyé son visage, avec le dos de sa main, respirant profondément, essayant de se recomposer, mais les larmes continuaient à tomber. « Papa, ce n'était pas censé être comme ça. Ce n'était pas censé que tu découvres jamais. » J'ai senti quelque chose de glacé se répandre dans ma poitrine. Découvrir quoi? Julien a levé la tête, m'a regardé avec ses yeux bruns qu'il avait hérités de sa mère. Des yeux qui portaient maintenant la culpabilité, la peur, la honte. Maman n'est pas morte dans cet accident. Les mots ont flotté dans l'air entre nous, simples, directs, dévastateurs. Je le savais déjà. Au fond, depuis le moment où je l'avais vue au supermarché, je le savais. Mais entendre mon fils confirmer, c'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Continue », ai-je murmuré. Elle avait cette autre famille, papa, depuis 25 ans. Cet homme, Thierry, ses enfants à lui, qui ont maintenant leurs propres enfants. Elle partageait sa vie entre vous deux, 25 ans de mensonges. J'ai pensé à tous les voyages, toutes les nuits où elle n'était pas rentrée à la maison, tous les week-ends à travailler, tous les anniversaires de Julien manqués parce qu'elle concluait une affaire importante. Et toi, tu savais ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse par la façon dont il évitait mon regard. J'ai découvert il y a environ 3 ans. Il a passé sa main dans ses cheveux, nerveux. C'était accidentel. J'ai aidé maman à organiser des documents du magasin et j'ai trouvé des reçus, des achats en double, des paiements d'électricité, d'eau, de courses. 2 maisons. Je l'ai confrontée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle t'aimait, papa. Qu'elle n'avait jamais voulu te blesser, mais qu'elle aimait aussi Thierry.
qu'elle l'avait rencontré lors d'un voyage d'affaires dans le sud, que c'était quelque chose qui s'était passé et qu'ensuite, elle n'avait pas pu le quitter. Elle a dit qu'elle avait essayé de rompre plusieurs fois, mais qu'elle n'y arrivait pas. J'ai ri, un rire amer, sans humour, comme c'est pratique. La pauvre ne pouvait pas quitter son amant. Papa, et toi? Je me suis tourné vers lui, sentant la colère pour la première fois. Toi, tu as découvert, et quoi? Tu as accepté, tu as gardé le secret? Elle m'a supplié. Julien a élevé la voix, désespéré. Elle a dit que si tu découvrais, ça allait tout détruire. Que tu allais lui prendre la moitié des magasins, de la maison, de tout. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour organiser les choses, pour protéger son patrimoine. Tu veux dire... Julien a baissé la tête. Je ne savais pas quoi faire. C'était ma mère, papa, et d'une certaine façon, je ne voulais pas non plus que tout se perde. Les magasins, le travail qu'elle avait construit, qui serait à moi un jour. Alors c'était ça. L'avidité. Pure et simple avidité. Raconte tout, ai-je ordonné. Depuis le début, je veux connaître chaque détail de cette farce. Julien a respiré profondément, s'est essuyé le visage à nouveau. Il y a 6 mois, maman m'a cherché. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus de vivre divisée, qu'elle voulait rester avec Thierry pour de bon, recommencer seulement avec lui. Mais si elle demandait le divorce, je prendrais la moitié de tout, ai-je complété la phrase, sentant la nausée. Elle avait consulté un avocat. Régime de communauté réduite aux acquêts. Vous étiez mariés depuis plus de 40 ans. Tu aurais eu droit à la moitié des magasins, de la maison, des économies. Environ 2 millions d'euros, peut-être plus. 2 millions d'euros. 43 ans de mariage valaient 2 millions d'euros qu'elle ne voulait pas partager avec moi. Alors vous avez planifié sa mort? Ce n'était pas exactement comme ça. Elle a eu l'idée. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un, un sans-abri qui était malade en phase terminale, sans famille. Le type mourait vraiment, papa. C'était une question de semaines. Maman a offert de l'argent, beaucoup d'argent. Combien? 250 000 euros. Pour la seule nièce que le type avait, qui vivait dans le Nord et ne lui rendait jamais visite. L'argent serait transféré après qu'il soit mort. J'ai eu envie de vomir. Vous avez acheté un corps. Le type mourait de toute façon. Julien s'est défendu, mais sa voix était faible. Il a accepté. Il a dit qu'au moins sa nièce aurait une vie meilleure. Et l'accident a été mis en scène. Maman a voyagé dans cette ville dans le sud, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, l'homme était avec elle. Elles ont causé un accident de voiture réel, mais petit, juste assez pour appeler la police, faire un rapport. L'homme a été emmené à l'hôpital sous le nom de maman. Il avait ses documents, son portefeuille, tout. Et quand il est mort, 3 jours plus tard, ils ont émis le certificat de décès comme si c'était Marguerite. Oui. Le corps est venu dans un cercueil scellé parce que, soi-disant, il avait été défiguré dans l'accident et après à l'hôpital. J'ai insisté avec toi pour ne pas ouvrir, papa, parce qu'à l'intérieur se trouvait le cadavre d'un inconnu. Julien a hoché la tête, honteux. Je suis resté silencieux, traitant l'information, me souvenant de ces jours terribles. L'appel de la police, la course à l'hôpital, Julien m'empêchant d'entrer dans la salle, disant que le médecin ne recommandait pas, que l'image serait trop traumatisante. Je me suis souvenu des funérailles, du cercueil fermé couvert de fleurs blanches, des gens qui pleuraient, des amis de Marguerite présentant leurs condoléances, du prêtre parlant de la brièveté de la vie, de l'héritage que nous laissons. Et tout ce temps, Marguerite était vivante, planifiant sa nouvelle vie, me laissant derrière comme si nos 43 ans ensemble ne signifiaient rien. Et le caveau? Ma voix est sortie étrange, distante. Le caveau en marbre italien qui a coûté 89 000 euros. Papa, il y a un corps là-dedans, celui de l'homme qui est mort. Il a été enterré comme Marguerite Dubois, avec ses documents, son identité. Et Marguerite, elle a pris la moitié de l'argent que nous avions mis de côté pour les urgences. Environ 1,8 million d'euros qui étaient dans des placements à son nom.
Elle a tout transféré quelques jours avant l'accident. Elle a changé de ville, créé une nouvelle identité. Isabelle Moreau. Elle a commencé une nouvelle vie avec Thierry, avec les petits-enfants que je ne savais même pas qu'ils existaient, avec sa famille, à elle. Oui, j'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. J'ai essayé de ne pas crier, de ne pas frapper, de ne pas casser quelque chose. Et toi? J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon fils. Qu'est-ce que tu as obtenu dans toute cette histoire? Julien a avalé sa salive. Les magasins, tous les trois. En tant qu'héritier unique, ils sont passés automatiquement à moi. Plus la maison, qui était déjà à mon nom depuis 2 ans pour la planification successorale. Combien valent les magasins, papa? Combien? Environ 3,2 millions d'euros. Mais j'en ai déjà vendu 2. Je n'ai gardé que le plus grand, celui de l'avenue principale. Le reste de l'argent, je l'ai investi. Alors tu en as profité. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Je me suis occupé de toi, papa. Je t'ai donné une pension mensuelle de... Combien? 4 500 euros. J'ai ri. Un rire fort, presque hystérique. 4 500 euros. Moins que ce que gagne une femme de ménage. Pendant que toi tu gardais 3 millions, que ta mère s'enfuyait avec presque 2 millions, et moi je restais ici à pleurer toutes les nuits, à prendre des médicaments pour dormir, à aller à des groupes de soutien pour veufs. Les larmes sont finalement venues. Chaudes, amères, furieuses. J'ai pleuré pour elle, Julien. J'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Je regardais sa photo sur la table de nuit et je suppliais Dieu de m'emmener aussi, parce que je ne pouvais pas supporter la douleur de vivre sans elle. Papa, je suis désolé. Et tu savais? J'ai crié, perdant finalement le contrôle. Tu savais et tu m'as laissé souffrir. Tu m'as laissé dépenser 89 000 euros dans un caveau pour un étranger. Tu m'as laissé croire que ma femme était morte pendant qu'elle était vivante, heureuse, avec une autre famille. Je ne savais pas quoi faire. C'est ma mère, et je suis ton père. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Julien pleurait ouvertement maintenant, mais je ne ressentais pas de pitié. Je ressentais seulement une fureur glacée, contrôlée, qui grandissait dans ma poitrine comme une tempête. « Ramène-moi à la maison », ai-je dit calmement. « Papa, on doit parler de... Ramène-moi à la maison. » Il a conduit en silence. Quand nous sommes arrivés, je suis sorti de la voiture sans regarder en arrière. « Papa, s'il te plaît. » J'ai claqué la porte et je suis entré dans la maison. Je suis allé directement dans la chambre. J'ai pris toutes les photos de Marguerite et je les ai mises dans une boîte. 43 ans de souvenirs. Mariage, anniversaire, voyage, sourire, étreinte. Tout était mensonge. J'ai fermé la boîte et l'ai mise dans l'armoire la plus haute. Puis je me suis assis sur le lit et j'ai regardé autour de moi. La grande maison vide, la vie vide, les 6 derniers mois de deuil gaspillés. Et j'ai commencé à planifier. Parce que s'il y avait une chose que mes 68 ans de vie m'avaient apprise, c'était qu'on ne peut faire confiance à personne, ni à sa femme, ni à son fils, seulement à soi-même. Et j'allais les faire payer, chacun à sa façon. Mais d'abord, j'avais besoin de preuves. Des preuves qui ne pouvaient pas être niées, ignorées ou expliquées. Des preuves qui détruiraient la petite vie parfaite qu'ils avaient construite sur la base de mes larmes. Dans les 3 jours suivants, je n'ai répondu à aucun appel de Julien. Il a appelé 47 fois, envoyé 63 messages, est apparu à la porte de la maison 2 fois, sonnant à la porte avec insistance. Je le voyais par la fenêtre de la chambre, mais je n'ouvrais pas. Je ne voulais pas voir son visage. Pas encore. Parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, et surtout pour enterrer ce qui restait de l'Henri naïf et le remplacer par quelqu'un de plus fort. Le 4e jour, je me suis réveillé différent. J'ai pris une longue douche, je me suis habillé, j'ai mis du parfum pour la première fois en des mois. J'ai pris mon sac et je suis sorti. La voisine, Madame Leroux, arrosait ses plantes. « Bonjour, Henri. Comme vous êtes élégant aujourd'hui. » Elle a souri, surprise. « Ça faisait longtemps que je ne vous voyais pas aussi bien habillé. »« Bonjour, Madame Leroux. Je vais régler des affaires. » J'ai souri en retour. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux.
J'ai conduit jusqu'au centre-ville. J'avais cherché sur Internet et trouvé ce que je cherchais. Durval, investigation privée. Le bureau était dans un vieil immeuble, 3e étage, bureau 305. J'ai monté les escaliers. L'ascenseur était en panne. Et j'ai frappé à la porte vitrée opaque avec le nom peint en lettres dorées écaillées. Entrez. Une voix rauque a répondu. Le bureau était petit, exigu, sentant le vieux café et la cigarette. Derrière un bureau couvert de papier se trouvait un homme d'environ 60 ans, chauve, portant une chemise sociale froissée avec les manches retroussées. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Oui, j'ai besoin de vos services », ai-je dit en m'asseyant sur la chaise en face de lui sans attendre l'invitation. Il s'est adossé, m'évaluant. Je savais ce qu'il voyait. Un monsieur aux cheveux grisonnants, bien habillé, avec des bijoux discrets. Quelqu'un avec de l'argent. Quel type de service? Investigation d'une personne. J'ai pris mon téléphone, montré la photo d'Isabelle que j'avais prise. J'ai besoin de tout savoir sur cette femme. Où elle habite, où elle travaille, avec qui elle est en relation, combien elle a d'argent. Tout. Durval a pris le téléphone, a agrandi la photo. Mari qui trompe, ex-femme qui devrait être morte. Ça a capté son attention. Il s'est penché en avant. Histoire intéressante. Continuez. J'ai raconté. Pas tout, mais suffisamment. L'accident, les funérailles, la rencontre au supermarché, l'autre famille. Je n'ai pas mentionné Julien. Pas encore. Cette carte, je la garderai pour jouer au bon moment. Durval écoutait en silence, prenant des notes occasionnelles dans un vieux carnet. « Et vous voulez des preuves ?» a-t-il conclu quand j'ai terminé. « Je veux tout. Documents, photos, enregistrements, si possible. J'ai besoin de quelque chose d'incontestable. Ça va coûter combien pour un travail de ce niveau? 12 000 €. La moitié maintenant, la moitié quand je livre le rapport complet. J'ai ouvert mon sac, pris mon chéquier, rempli un chèque de 6 000 € et les remis. Je veux des résultats dans 1 semaine. » Durval a souri, montrant des dents tachées de café. « Vous êtes direct. J'aime ça. » Il a rangé le chèque. « Je vais avoir besoin de quelques informations. Nom complet, documents si vous en avez, tout ce qui peut m'aider. Le vrai nom est Marguerite Dubois. Le faux est Isabelle Moreau. J'ai noté les données sur une feuille, y compris l'adresse de la maison Verdeau, la plaque de la Clio, l'heure approximative à laquelle elle sortait pour travailler. Parfait, je commence aujourd'hui même. Je vous appelle pour tout. Je suis sorti du bureau en sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un but. Dans les jours suivants, je suis retourné dans cette rue, toujours à des heures différentes, portant des casquettes ou des foulards pour me déguiser. J'ai observé leur routine. Isabelle sortait tous les jours à 7 heures du matin conduisant la vieille Clio. Elle rentrait à 18 heures. Le samedi, elle restait à la maison, jouant avec les petits-enfants dans le jardin. Le dimanche, ils allaient tous à la messe de 10 heures dans l'église du quartier. La vie parfaite, la famille heureuse, pendant que moi, le mari légitime, je pleurais seul dans le noir. Thierry semblait être au foyer, ne travaillait pas à l'extérieur, s'occupait de la maison, des petits-enfants quand les filles travaillaient. Il était beau pour son âge, bien soigné. Il portait des vêtements simples mais arrangés. Il souriait beaucoup. Je le détestais. 1 semaine plus tard, Durval m'a appelé. J'ai le rapport. Vous pouvez venir le chercher. Je suis arrivé à son bureau en 20 minutes. Il m'a remis une épaisse chemise brune, pleine de documents. « Asseyez-vous », a-t-il dit. « Sérieusement, vous allez vouloir être assis pour ça. » J'ai ouvert la chemise. La première page était une copie de l'acte de naissance d'Isabelle Moreau. Date d'émission, il y a 7 ans. Enregistré dans un bureau d'état civil d'une petite ville du Sud. « C'est faux », a expliqué Durval. « Bien fait, mais faux. L'acte de naissance original de ce nom appartient à un bébé mort dans les années 50. Votre femme a acheté l'identité. J'ai tourné la page. Des photos de Marguerite entrant et sortant d'un petit garage mécanique. Une enseigne au-dessus de la porte. Serrurier Moreau, réparation générale. Elle travaille là, a continué Durval. Elle est serrurier.
Elle gagne environ 3 500 € par mois. Vie simple, modeste. Et l'argent? Ai-je demandé. Les 1,8 million qu'elle avait. Durval a tourné vers une autre section de la chemise. Des relevés bancaires. Beaucoup de relevés bancaires. Ici, ça devient intéressant. Il y a 7 ans, une certaine Isabelle Moreau a ouvert des comptes dans 3 banques différentes. Dépôts initiaux totalisant 1,6 million d'euros. Depuis, elle retire mensuellement environ 8 000 €, laissant le reste placé dans des fonds conservateurs. Alors, l'argent était là, l'argent qui était aussi à moi. Par régime de communauté réduite aux acquets, la moitié de ces 1,8 million était à moi. Il y a plus. Durval a tourné une autre page. J'ai eu accès à ces appels téléphoniques des 6 derniers mois. Mon cœur s'est accéléré. Plusieurs appels vers le même numéro. Environ 200 au total. Certains durant plus d'1 heure. Il a entouré un numéro avec un stylo rouge. « Vous avez réussi à identifier à qui il appartient ?» ai-je demandé, bien que quelque chose dans mon estomac connaisse déjà la réponse. Durval m'a regardé sérieusement. « C'est celui de votre fils, Julien Dubois. » C'était là, noir sur blanc. La preuve de la double trahison. Des appels avant l'accident. Des appels pendant les 6 mois où j'ai été en deuil. Des appels la semaine dernière, après que j'ai confronté Julien. Ils se parlent régulièrement, a dit Durval. Avant, pendant et après la mort simulée. Votre fils était au courant de tout depuis le début. J'ai senti mes mains trembler. J'ai fermé la chemise. Autre chose? Oui. La maison où ils vivent n'est pas au nom d'Isabelle. Elle est au nom de Thierry, acheté il y a 22 ans. Ils ont un fils ensemble, de 23 ans, qui vit à Lyon, et 3 petits-enfants, enfants des 2 filles de Thierry d'une relation antérieure. Alors, elle a vraiment construit une vie entière pendant 25 ans. Il semblerait que oui, et d'après ce que j'ai pu enquêter, Thierry ne sait pas qu'elle a été mariée avant. Pour lui, Isabelle Moreau a toujours été Isabelle Moreau, une veuve qu'il a rencontrée dans le sud. J'ai pris la chemise, l'ai mise dans mon sac. Combien je vous dois? Les autres 6 000 €. J'ai rempli le chèque. Quand je l'ai tendu, Durval a tenu ma main. Écoutez, normalement je ne m'en mêle pas, mais vous avez l'air d'être quelqu'un de décent. Quoi que vous prévoyiez de faire avec ces informations, réfléchissez bien. Ces cas de fraude documentaire, de mort simulée, c'est un crime fédéral. Prison, vous comprenez? Je comprends parfaitement, ai-je dit en souriant pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité. Merci de votre inquiétude, Durval, mais je sais exactement ce que je vais faire. Je suis sorti du bureau en tenant la chemise comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Parce que c'était. C'était la clé pour détruire complètement les vies des 2 personnes qui avaient détruit la mienne. À la maison, j'ai étalé tous les documents sur la table du salon. Photos, relevés, registres d'appels, certificats faux. J'ai tout lu, mémorisé chaque détail. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai passé un appel que je remettais à plus tard. Cabinet de maître Simone Cardozo. Bonjour. Bonjour. J'aimerais prendre rendez-vous avec maître Cardozo. C'est urgent. Vous êtes déjà client? Non, mais j'ai un cas d'escroquerie, de falsification documentaire et de fraude patrimoniale qui, je pense, va beaucoup l'intéresser. Pause de l'autre côté. Vous pouvez venir demain à 15 h? J'y serai. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Une belle journée, tranquille. Le dernier jour de paix que Marguerite et Julien auraient pendant longtemps. Parce que la tempête ne faisait que commencer, et j'allais être l'éclair qui détruirait tout. Maître Simone Cardozo n'était pas ce que j'attendais. Quand je suis entré dans son bureau, un espace moderne au 10e étage d'un immeuble commercial du centre, j'ai trouvé une femme d'environ 40 ans, noire, cheveux crépus attachés en un chignon impeccable, portant un tailleur gris qui exudait la compétence. Ses yeux étaient aiguisés, intelligents, du type qui ne manquait aucun détail. « Monsieur Henry », elle a tendu la main, poignée ferme. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assis sur la chaise en cuir en face de son bureau.
Par les fenêtres, on voyait toute la ville. En bas, les gens vivaient leur vie normale, ignorant les drames qui se déroulaient dans les étages supérieurs. Café? Eau? Non, merci. Je suis allé droit au but. Maître Simone s'est installé dans sa chaise, a croisé les mains sur le bureau. Ma secrétaire a dit que vous avez un cas d'escroquerie et de fraude. Racontez-moi. J'ai posé la chemise de Durval sur le bureau et j'ai commencé à parler. J'ai tout raconté depuis le début. Les 43 ans de mariage, les voyages constants de Marguerite, la deuxième famille qui a duré 25 ans, le faux accident, le corps acheté, les funérailles où j'ai vraiment pleuré pendant que ma femme était vivante, le fils qui savait et qui a caché, les millions détournés, la pension misérable qu'il me donnait comme si c'était une faveur. Maître Simone écoutait sans interrompre, prenant des notes occasionnelles. Quand j'ai terminé, elle a ouvert la chemise et a commencé à examiner les documents. Elle a pris presque 20 minutes, lisant chaque page avec attention. Finalement, elle s'est adossée à sa chaise et a sifflé doucement. « Monsieur Henry, c'est une bombe. Je sais. Vous comprenez la gravité de ce qui s'est passé. Nous parlons de multiples crimes, faux et usage de faux, escroquerie, dissimulation de cadavres, fraude documentaire, fraude fiscale. Elle a compté sur ses doigts. Votre fils et votre femme peuvent prendre de 3 à 8 ans de prison, chacun. J'ai senti une satisfaction froide dans ma poitrine. Parfait. Elle m'a regardé, évaluant. Vous voulez les poursuivre criminellement, tous les deux. Je veux justice. Je veux chaque centime qui m'a été volé. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Alors, nous devons construire un dossier solide. Maître Simone a pris un stylo. Je vais avoir besoin de quelques autres choses. D'abord, les documents du mariage, le faux certificat de décès, les documents des magasins. Je les ai tous à la maison. Je peux les apporter demain. Deuxième, une confession serait idéale. Vous avez dit que le fils a avoué. Vous avez un enregistrement ? Mon estomac s'est serré. Non, c'était dans la voiture. Je ne m'y attendais pas. Pas de problème. Nous devrons le faire avouer à nouveau, mais cette fois enregistré. Comment? Maître Simone a souri, un sourire de quelqu'un qui avait déjà fait ça plusieurs fois. Laissez-moi faire. Mais d'abord, parlons d'argent. Vous avez dit que votre fils a gardé les magasins? 3 magasins évalués à 3,2 millions d'euros. Il en a déjà vendu 2. Et cet argent est tout? Je ne sais pas. Investi quelque part. Nous allons découvrir. Parce que selon la loi de communauté réduite aux acquêts, même avec la mort de votre femme, vous aviez droit à 50% de tout ce qui a été construit pendant le mariage. Cela inclut les magasins. Mais il était l'unique héritier. Héritier d'une morte fausse. Maître Simone s'est penché en avant. Monsieur Henry, votre femme n'est pas morte, donc il n'y a pas eu de succession légitime. Les magasins n'auraient jamais dû passer à votre fils. Ils appartiennent toujours à la masse matrimoniale. J'ai mis quelques secondes à traiter l'information. Alors mon fils a vendu des propriétés qui n'étaient pas légalement à lui. C'est de l'escroquerie aggravée. Et tout l'argent de ces ventes doit revenir à la masse pour la division correcte. L'ampleur de la situation a commencé à devenir claire. Combien pourrais-je récupérer? Maître Simone a pris une calculatrice, a commencé à faire des calculs. Les magasins, 3,2 millions d'euros. La moitié est à vous, 1,6 million. Plus les 1,8 millions que votre femme a pris, la moitié à vous, 900 000 euros. Plus les dommages moraux pour la fraude, la souffrance psychologique, nous pouvons demander environ 500 000 euros facilement. Elle m'a regardé. Nous parlons d'environ 3 millions d'euros, monsieur Henry. Plus la maison, si vous le voulez. 3 millions d'euros. 43 ans de mariage, de dévouement, d'être mari et père, valaient 3 millions d'euros qu'il m'avait volés. Et la prison, ai-je demandé? Le criminel est un autre procès. Mais avec les preuves que nous avons ici, elle a tapé sur la chemise, je dirais que nous avons 90% de chances de condamnation. Surtout avec la confession enregistrée que nous allons obtenir. Comment allons-nous faire ça? Maître Simone a pris un petit enregistreur numérique du tiroir. Vous allez inviter votre fils à déjeuner. Vous allez dire que vous voulez faire la paix, que vous comprenez qu'il était dans une position difficile.
Vous allez le mettre à l'aise, et ensuite, naturellement, vous allez ramener la conversation sur le sujet. Le faire répéter la confession. Tout ça, elle a levé l'enregistreur. Sera enregistré. Il ne va pas se méfier? Non, si vous êtes un bon acteur. Et d'après votre tête, monsieur Henry, je pense que vous avez passé les derniers mois à être un excellent acteur. Elle avait raison. Combien de fois ai-je souri quand je voulais pleurer? Combien de fois ai-je fait semblant d'aller bien quand je me déchirais à l'intérieur? Il y a encore une chose, a dit maître Simone, sérieuse. Nous avons besoin de preuves documentaires des transactions de votre fils. Vente des magasins, transfert bancaire, où il a mis l'argent. Il garde ces documents probablement dans son bureau, dans le magasin qui est resté. Vous pouvez y accéder. J'ai réfléchi. Julien m'avait donné une copie de la clé du magasin il y a des années, en cas d'urgence. Je ne l'avais jamais utilisée, mais je l'avais encore. Je peux. Parfait, parce que si nous obtenons ces documents prouvant qu'il a falsifié des signatures, vendu des propriétés de manière frauduleuse, elle a tapé sur le bureau avec satisfaction. C'est fini. Il n'a aucun moyen de se défendre. Je suis sorti du bureau de maître Simone 2 heures plus tard, avec un plan détaillé. Un plan qui allait complètement détruire la vie de mon fils. Et pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du pouvoir. Ce soir-là, j'ai finalement répondu à l'un des 83 appels de Julien. « Papa, Dieu merci. J'étais désespéré. Je pensais que... » Julien, j'ai interrompu, gardant ma voix calme, contrôlée. « On peut parler ?» Silence surpris de l'autre côté. « Bien sûr, papa, bien sûr. Tu veux que je vienne ?»« Non, je veux que tu déjeunes avec moi demain au Terrasse Grill. Ce restaurant que tu aimes, midi. Oui, j'y serai. Papa, À demain, fils. » J'ai raccroché avant qu'il puisse continuer. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir de la commode où je gardais les choses importantes. Là, au fond, sous les vieux mouchoirs, se trouvait la clé du magasin. Je l'ai prise. J'ai senti le poids froid du métal dans la paume de ma main. Demain, pendant le déjeuner avec Julien, pendant qu'il avouerait tout à nouveau, pensant que je pardonnais, que j'étais le père compréhensif de toujours, maître Simone serait au magasin avec une ordonnance judiciaire de perquisition, collectant chaque document, chaque preuve, chaque évidence de sa trahison. Et après le déjeuner, quand j'aurais l'enregistrement et qu'elle aurait les documents, nous présenterions tout au procureur de la République. Julien serait arrêté dans les 48 heures. Marguerite, ou Isabelle, ou quel que soit le nom qu'elle utilisait maintenant, serait exposée, perdrait tout, et devrait rendre chaque centime qu'elle m'avait volé, avec intérêt et correction. Et moi, finalement, j'aurais ce que je méritais depuis le début, le respect. Je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait n'était plus l'Henri qui avait pleuré pendant 6 mois. Ce n'était plus le mari naïf qui avait cru à tous les mensonges. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'aurait aucune pitié. Le Terrasse Grill était au dernier étage d'un hôtel du centre, avec une vue panoramique sur la ville. Je suis arrivé 10 minutes en avance, portant un costume beige discret et le collier de perles que Marguerite m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage. Ironique de porter ce collier justement aujourd'hui. L'enregistreur numérique était dans mon sac, déjà allumé. Maître Simone m'avait instruit de laisser le sac ouvert sur la table, le plus près possible de Julien. L'appareil était sensible. Il capte tout. Julien est arrivé 5 minutes plus tard. Il avait l'air fatigué. Cernes profondes, barbe pas faite, la chemise sociale froissée. Mais c'était le regard qui m'a brisé. Vide, vaincu, sans cet éclat de confiance qu'il avait toujours eu. Il s'est assis sur la chaise en face de moi, main tremblante sur la table. « Papa !» Sa voix est sortie brisée. « Tu es venu. Je suis venu. » Silence gênant. Il tripotait ses mains nerveusement, ne sachant pas par où commencer. Je ne sais pas quoi dire. J'ai passé une semaine à penser à quoi dire et maintenant je n'ai pas de mots. Alors écoute,
Ma voix est sortie ferme. Je suis venu ici parce que Maître Simone a dit que tu avais besoin de clôture avant la délation. Mais j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne suis pas venu ici pour te pardonner. J'ai vu la douleur traverser son visage. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais papa, j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te blesser. Jamais. Mais tu l'as fait, profondément. Je sais. Des larmes ont commencé à tomber. Tous les jours ici, je pense à ça. Je pense à comment tu as dû te sentir quand tu as découvert la trahison. Pas seulement celle de maman, mais la mienne aussi. Et je me déteste pour ça, papa. Je me déteste tellement. La haine de soi ne change pas ce que tu as fait. Je sais. Mais j'ai besoin que tu comprennes le contexte. Quand maman m'a cherché avec ce plan insensé, je venais de découvrir les dettes. 800 000 euros, papa. Les magasins coulaient. Si tu demandais le divorce et prenais la moitié, il n'allait rien rester. Les magasins allaient fermer, les employés allaient être licenciés. Tout ce que maman avait construit allait... Tout ce que nous avons construit, ai-je corrigé. J'étais là, Julien, à chaque décision, à chaque sacrifice. J'ai renoncé à ma carrière de tailleur pour m'occuper de toi pendant que ta mère construisait l'entreprise. J'étais associé aussi, même si ce n'était pas sur le papier. Il a baissé la tête, honteux. Tu as raison. J'ai été égoïste. Je n'ai pensé qu'au patrimoine, à l'argent, au futur que j'avais planifié. Et dans le processus, j'ai oublié que tu es mon père, que tu m'as tout donné, que tu méritais le respect avant toute chose. Et même en sachant tout ça, tu as falsifié ma signature 15 fois. J'étais désespéré. Les dettes augmentaient, les créanciers menaçaient de poursuivre. J'avais besoin de vendre les magasins rapidement. Alors tu aurais dû me dire la vérité. J'ai frappé la table, le faisant sursauter. Tu aurais dû venir me voir et dire « Papa, maman n'est pas morte. Elle s'est enfuie et a laissé un tas de dettes. J'ai besoin de ton aide pour résoudre ça. » J'aurais aidé, Julien, j'aurais signé ce qui était nécessaire. J'aurais travaillé avec toi pour sauver l'entreprise. Mais la vérité était trop horrible. Maman avait simulé sa propre mort, acheté un cadavre. J'étais impliqué. Comment j'allais raconter ça? Avec courage, avec honnêteté, deux choses qui apparemment ne courent pas dans notre famille. Julien a sangloté, couvrant son visage avec ses mains. J'ai tout gâché, je t'ai perdu. J'ai perdu Sophie, elle a demandé le divorce hier. Sophie a demandé le divorce, elle a dit qu'elle ne peut pas attendre 2 ou 3 ans pour quelqu'un qu'elle ne sait même plus qui il est, qu'elle va recommencer, trouver quelqu'un d'honnête. Il a ri amèrement. Je ne la blâme pas. J'ai respiré profondément, sentant le poids de la situation. Julien, tu vas rester emprisonné ici pendant au moins 2 ans si tu collabores. Peut-être 3. Et quand tu sortiras, tu auras un casier judiciaire, des difficultés à trouver un emploi, un jugement social. Ça va être dur, je sais, et je ne vais pas te faciliter la tâche. Je ne vais pas payer d'avocat, je ne vais pas déposer d'argent sur ton compte, je ne vais pas venir te rendre visite toutes les semaines. Tu as fait des choix d'adulte. Maintenant, tu affrontes des conséquences d'adulte. Je comprends. Mais j'ai hésité, choisissant mes mots avec soin. Quand tu sortiras, si tu as vraiment appris quelque chose, si tu as vraiment changé, peut-être que nous pourrons reconstruire quelque chose, pas la relation d'avant. Celle-là est morte, mais quelque chose de nouveau, basé sur l'honnêteté. Il a levé son visage, yeux pleins d'espoir. Tu es en train de dire qu'il y a une chance. Je dis que je ne vais pas t'abandonner complètement. Mais je ne vais pas non plus faire semblant que tout va bien. Ça va prendre des années, Julien. Des années pour que tu récupères ma confiance. Et peut-être que tu ne la récupéreras jamais totalement. Mais au moins je ne vais pas te rayer de ma vie comme tu as essayé de me rayer de tes décisions. Papa, il a tendu sa main sur la table. J'ai regardé cette main, la main de mon fils, qui m'a embrassé quand il était enfant. Que j'ai tenu quand nous traversions les rues, qui a falsifié ma signature 15 fois. Après quelques secondes, je l'ai tenu brièvement. Une pression rapide, sans chaleur. Mais je l'ai tenu.
Utilise ce temps ici pour penser, Julien, pour vraiment réfléchir au type d'homme que tu veux être, parce que l'homme que tu étais, celui-là, je ne le reconnais plus. Je vais le faire. Je le promets. Ne me promets pas. Fais-le simplement. Je me suis levé pour partir. Papa, il m'a appelé quand je suis arrivé à la porte. Je me suis retourné. Merci d'être venu, de ne pas avoir complètement abandonné. Je suis ton père, Julien. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas tout accepter aveuglément. Parfois, l'amour signifie laisser la personne affronter les conséquences de ses propres actes pour qu'elle apprenne. Je suis sorti de la salle, j'ai rendu le numéro en plastique. J'ai pris mon sac. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai finalement laissé les larmes tomber. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, pour l'homme qu'il aurait pu être, pour la relation qui ne serait plus jamais la même. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, parce que j'avais fait la bonne chose, même si ça faisait mal. 3 mois plus tard, assis en première classe d'un vol pour Lisbonne, avec un verre de vin blanc à la main, j'ai regardé par la fenêtre pendant que la France restait derrière. À mes côtés, Marcel et Philippe, mes amis d'enfance, riaient de quelque chose sur la tablette. Nous allions faire une croisière de 25 jours en Méditerranée, Espagne, Italie, Grèce, Turquie, tous les endroits que Marguerite m'avait toujours promis d'emmener et n'avait jamais emmenés. Maintenant, j'y allais seul, enfin, avec mes amis, mais sans dépendre d'aucune femme. Les magasins avaient été vendus pour 3,9 millions d'euros. J'ai investi la moitié dans des placements sûrs qui me donnaient 15 000 euros par mois de revenus passifs. L'autre moitié, je l'ai séparée pour des projets. Le premier projet, j'ai fait un don de 300 000 euros à une ONG qui aidait les hommes victimes de violences patrimoniales et financières. Des hommes comme moi, qui avaient été volés, trompés, manipulés par des membres de leur famille. Le deuxième projet, j'ai acheté un petit atelier au centre et je suis retourné à la couture. Pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que ça avait été ma passion avant d'y renoncer pour être juste mari et père. Maintenant, à 69 ans, je récupérais qui j'étais avant tout ça. Marguerite avait été condamnée à 8 ans de prison. Avec la délation de Julien, elle n'avait pas réussi à réduire un seul jour. Elle purgeait sa peine en régime fermé. Thierry ne la visitait plus. Les petits-enfants ne savaient même pas vraiment où elle était. La famille avait inventé qu'elle avait déménagé loin. Julien purgeait sa peine en régime semi-ouvert depuis le mois dernier pour bonne conduite. Il travaillait dans une menuiserie à l'intérieur de la prison, gagnant un salaire minimum. Sophie avait divorcé et sortait déjà avec quelqu'un d'autre, d'après ce qu'on m'avait raconté. Je le visitais une fois par mois. Des conversations courtes, encore tendues, mais il était différent, plus humble, plus conscient. Peut-être que la prison changeait vraiment quelque chose en lui, ou peut-être que c'était juste mon impression. Le temps le dirait. « Henri, ça va ?» Marcel m'a poussé du coude. « Tu es resté silencieux tout à coup. Je vais très bien. » J'ai souri. Et c'était vrai. Je pensais juste à comment la vie peut changer en quelques mois. « Elle a changé pour le mieux », a dit Philippe en levant son verre. Un toast à notre ami qui est allé au fond et est revenu plus fort. Je ne sais pas si je suis revenu plus fort, ai-je réfléchi, mais je suis revenu plus conscient, plus attentif, plus moi-même. C'est ça être fort, a dit Marcel en souriant, parce que la force n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever après être tombé. Nous avons trinqué. L'avion a décollé et pendant que nous montions au-dessus des nuages, j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et tout ce que j'avais gagné. J'avais perdu l'innocence, la capacité de faire confiance aveuglément. La fantaisie que la famille était sacrée par définition. Mais j'avais gagné la connaissance de soi, l'indépendance, la certitude que je pouvais survivre au pire et quand même choisir de vivre. Pas juste exister. 6 mois après la croisière, c'était un samedi matin quand j'ai reçu l'appel. « Henri, c'est Maître Simone. Bonjour. Il s'est passé quelque chose ?» Marguerite. Elle a eu une crise cardiaque en prison hier. Elle était à l'infirmerie. Elle n'a pas résisté. Le téléphone a presque glissé de ma main. Elle est morte? Oui, pour de vrai cette fois. Le corps est en train d'être libéré pour la famille.
Comme vous étiez techniquement encore marié, vous êtes le responsable légal. Marguerite était morte. Cette fois pour de vrai. Je n'ai rien ressenti. Ni tristesse, ni soulagement, ni colère. Juste un vide distant. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez décider des funérailles. Si vous voulez l'enterrer, la crémer. Ou, j'ai pensé au caveau en marbre italien qui avait coûté 89 000 € où était enterré un inconnu. Crémer et jeter les cendres à la mer. Sans cérémonie. Vous êtes sûr? Absolument. Elle a déjà eu des funérailles. Des très chères d'ailleurs. Elle n'en aura pas d'autres. Et Julien, il a déjà été notifié. Il demande à aller aux funérailles. Il n'y a pas de funérailles. Il peut dire au revoir aux cendres après, s'il veut. Mais je ne vais pas faire de spectacle. Pas encore. J'ai raccroché et je suis resté assis en silence sur la véranda de mon atelier. Marguerite était morte. La femme que j'avais aimée pendant 43 ans. La femme qui m'avait trahi pendant 25. La femme qui avait simulé sa propre mort pour m'abandonner. Maintenant, elle était vraiment morte, et je ressentais de la paix, parce que je ne lui devais plus rien, ni amour, ni haine, ni pardon. Elle faisait juste partie de mon passé maintenant, une partie douloureuse qui m'avait enseigné des leçons précieuses. 1 an après que tout ait commencé, j'étais dans l'atelier en train de coudre une robe de mariée pour la fille d'une cliente, quand Julien est apparu à la porte. Il était sorti de prison il y a 3 semaines, en liberté conditionnelle. Il était plus maigre, cheveux coupés courts, une barbe bien faite. Il portait des vêtements simples, jeans et chemise blanche. « Papa, je peux entrer ?» »« Entre. » Il est entré lentement, regardant autour. L'atelier était petit, mais confortable. Des mannequins avec des tissus, des machines à coudre, des bobines de fil colorées. Mon espace. C'est beau ici. Merci. Qu'est-ce qui t'amène? Il a respiré profondément. Je suis venu te dire au revoir. Au revoir? Je déménage à Lyon. J'ai trouvé un emploi dans une menuiserie. Là-bas, c'est un recommencement total, loin de tout, de tous, où personne ne connaît mon histoire. Je comprends. Et avant de partir, j'avais besoin de te remercier. Me remercier pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir visité en prison, même quand je ne le méritais pas, pour être venu à la crémation des cendres de maman avec moi, pour m'avoir donné cette dernière chance d'être quelqu'un de meilleur. J'ai mis la couture de côté, je me suis levé. Julien, je ne t'ai donné aucune chance, c'est toi qui construis ça, avec du travail, avec des choix différents, avec de l'humilité. C'est tout ton mérite. Quand même, tu aurais pu m'abandonner complètement. Et tu ne l'as pas fait, parce que je suis ton père, et les pères n'abandonnent pas, mais ils ne couvrent pas non plus. Ça a été ma plus grande leçon cette année. Le véritable amour, c'est laisser la personne affronter les conséquences et grandir avec elle. Il a hoché la tête, les yeux mouillés. Je vais faire que ça marche à Lyon. Je vais reconstruire ma vie de zéro. Et un jour, je vais te rendre fier de moi à nouveau. Je suis déjà fier de l'homme que tu essaies d'être. Il s'est approché, hésitant. J'ai ouvert les bras. Et pour la première fois en plus d'1 an, j'ai embrassé mon fils pour de vrai. Pas une étreinte protocolaire, une étreinte de père. Quand il est parti, emmenant juste une valise et un futur incertain, je suis resté à la porte de l'atelier en le regardant partir. Et j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de rare. J'avais transformé la douleur en croissance, la trahison en sagesse, la perte en recommencement. Aujourd'hui, 2 ans après avoir vu Marguerite vivante dans ce supermarché, je me réveille tous les jours dans ma maison. Je vais à mon atelier. Je couds mes pièces. Je prends le café avec mes amis. J'ai 15 000 € de revenus passifs par mois. Mon atelier facture 8 000 autres. Je n'ai besoin de rien, ni de personne. Julien m'appelle toutes les semaines de Lyon. Il sort avec une fille de là-bas, honnête, travailleuse. Il dit qu'un jour il veut me la présenter. Peut-être que j'irai. Ou peut-être que je demanderai qu'ils viennent ici. Je n'ai pas visité le tombeau vide de Marguerite depuis que j'ai découvert la vérité. J'ai fait mettre une plaque simple. Ici repose un inconnu. Qu'il trouve la paix. Parce que ce tombeau n'a jamais été celui de ma femme. C'était celui de mon innocence, et celle-là méritait de reposer en paix.
Parfois, quand je coude, je pense à tout ce qui s'est passé et je me demande, ça valait la peine de détruire ma famille, de mettre mon fils en prison, d'exposer publiquement toute cette douleur? Et la réponse est toujours la même. Oui, parce que j'ai appris que la dignité ne se négocie pas, que le respect ne se supplie pas, que l'amour-propre vaut plus que n'importe quel lien familial basé sur le mensonge. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour exiger justice, que 70 ans ne signifie pas qu'on doit tout accepter en silence, que l'âge apporte la sagesse, mais aussi le courage. Et surtout, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, c'est de vous reconstruire vous-même, plus fort, plus libre, plus vous-même que jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez dans les commentaires d'où vous regardez et ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours. Chaque histoire que je partage ici est un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que nous méritons. Likez cette vidéo si vous croyez que la dignité n'a pas d'âge. Et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des histoires vraies de dépassement, de justice et de recommencement. Parce qu'à la fin, peu importe combien d'années vous avez ou combien de temps vous avez perdu à vivre un mensonge, ce qui compte, c'est le courage de se réveiller un jour et de dire « À partir de maintenant, je choisis la vérité, je me choisis moi-même ». Et ce choix, mes amis, ce choix change tout.